Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemble la Terre pendant une extinction massive, la réponse est simple. Il suffit de regarder par la fenêtre, où que tu sois. Les transformations que nous, les êtres humains, avons provoquées ont profondément changé la planète, ont fait disparaître des milliers d'espèces et détruit des écosystèmes entiers. Dans ce documentaire, nous voyagerons dans le passé pour assister à des moments aussi décisifs que celui que nous vivons aujourd'hui dans l'histoire de la vie. Nous verrons les 5 grandes extinctions massives et beaucoup d'autres, plus petites mais tout aussi importantes, jusqu'à comprendre la 6e grande extinction que nous sommes en train de vivre. Prépare-toi à remonter plus de 4,5 milliards d'années en arrière et à assister à certains des épisodes les plus dramatiques de la biologie. À la fin, nous aurons une vision plus claire de ce qui se passe en ce moment et de la manière dont la Terre pourrait se remettre de l'extinction que nous sommes en train de provoquer. Le changement climatique, l'acidification des océans, la perte d'habitat et la disparition des grands animaux sont des phénomènes qui se sont déjà produits à d'autres époques d'instabilité de la biosphère. La différence, c'est que cette fois, la cause, c'est nous. Ceci est l'histoire des extinctions massives de la planète Terre. Bienvenue dans Léon AD1. Peu après la formation des extinctions massives, peu après la formation. Jebidouzen. Bienvenue dans Léon AD1. Ceci est l'histoire des extinctions massives de la formule sur la planète Terre. Bienvenue dans les extinctions massives, peu après la formation. Le moment de rechangement, peu après la formation de biosphère. Le suber de la Terre. Nous avis des qu'on ne si demandement de la forme sutive. Sur la vicuta de la dévenue, le peu sidé ou sidé entlamette. Le bienvenu dans les extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans les extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans les extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Le bicuté le monnaie dans les extinctions massives, on va via des dounous en nous à recours. Bienvenue dans Léon AD1. Bienvenue dans les extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Le moment de rechangement, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans les extinctions massives. Le moment de rechangement, plus après la formation de biosphère. Ceci est l'histoire des extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Ceci est l'histoire des extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans Léon AD1. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Bienvenue dans les extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans Léon AD1. Je s'y vais même ne potre des provocations. Je s'y vais même de l'aide d'extinction massive, d'ecture des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Bienvenue dans Léon AD1. Ceci est l'histoire des extinctions massives. 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 Je s'y vais même de l'aide d'extinction massive, d'ecture des extinctions massives. Bienvenue dans Léon AD1. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Je s'y vais même de l'aide d'extinction massive, d'ecture des extinctions massives. Le moment de rechangement, plus après la formation de biosphère. Ceci est l'histoire des extinctions massives, peu après la formation de biosphère. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives.
Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire des extinctions massives. Ceci est l'histoire peu après la formation de la Terre. Dans les océans jeunes de cette époque, chauds, sombres et chimiquement chaotiques, la vie est apparue. Il est possible qu'à la surface de ces cheminées se soit formée une fine couche de lipides qui, en se réchauffant, produisait de petites bulles. Ces bulles pouvaient piéger à l'intérieur des acides aminés et d'autres molécules qui flottaient dans l'eau, créant de minuscules compartiments où la chimie de la vie commençait à s'organiser. Ce n'est pas encore une cellule vivante, mais cela possède déjà quelque chose de très important. Une couche de phospholipides qui sépare un intérieur d'un extérieur et à l'intérieur un bouillon chimique riche en acides aminés comme dans les cellules réelles. On appelle ces structures des protobiontes. Ce sont un modèle de la façon dont la vie aurait pu commencer à s'organiser il y a plus de 4,3 milliards d'années. Fait curieux, la première extinction massive de la Terre a peut-être eu lieu peu de temps après l'origine de la vie, même si, pour l'instant, cette idée reste hypothétique. Nous savons que les formes de vie les plus simples que nous connaissons aujourd'hui sont les bactéries et les archées, que l'on regroupe sous le nom de prokaryotes. Leurs cellules sont en général petites et simples par rapport à celles des eucaryotes, qui sont celles des protozoaires et des organismes pluricellulaires comme les champignons, les plantes et les animaux. Les prokaryotes sont de loin les organismes les plus importants qui aient jamais existé. Grâce à leur incroyable variété de tours chimiques et à leur biomasse colossale, ils sont capables de modifier la chimie des mers et de l'atmosphère. À peine apparus, ils ont commencé à modifier presque immédiatement la composition des océans et de l'air, et il est possible qu'ils aient détruit les conditions particulières qui avaient permis l'apparition de la vie. Le succès brutal et global de ces premiers prokaryotes a pu tellement changer la chimie de l'océan qu'il a fini par effacer complètement des formes de vie encore plus simples qu'eux, celles qui les avaient précédées et leur avaient donné naissance. C'est peut-être pour cela qu'il nous est aujourd'hui si difficile de comprendre comment la vie est apparue et à quoi ressemblaient ces premiers êtres.
Ils n'ont pas survécu au monde qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Et avec cette première extinction possible, liée à la grande explosion de vie procaryote dans les océans, commence ce que nous appelons l'ère des bactéries, la phase la plus longue de toute l'histoire de la Terre, qui s'est prolongée pendant plus de 4 milliards d'années. Cette ère se divise en deux grands éons, l'Archéen et le Protérozoïque. Pendant les plus de 2 milliards d'années de l'Archéen, il n'existait ni plantes, ni animaux, ni champignons, ni cellules eucaryotes complexes. Et même s'ils étaient apparus, ils n'auraient pas survécu. Les niveaux d'oxygène dissous dans l'eau allaient de 0 à des valeurs presque insignifiantes. Dans l'atmosphère, c'était encore plus rare. Il n'y en avait pratiquement pas. Les océans, chargés de fer et de soufre, devaient avoir une couleur turquoise verdâtre, avec d'éventuelles zones pourpres là où s'accumulaient des bactéries. Le ciel aurait montré des teintes allant du beige au verdâtre. Dans l'ensemble, la planète aurait semblé presque extraterrestre. Dans ces conditions profondément anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène, prospéraient des bactéries utilisant le soufre et le méthane, connues sous le nom de bactéries pourpres. Ces bactéries réalisaient un type de photosynthèse qui ne fonctionne qu'en l'absence d'oxygène. Beaucoup d'entre elles produisaient comme déchet du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique à l'odeur d'œuf pourri, capable de tuer un mammifère même à très faible concentration. Le méthane était aussi un produit très courant de nombreux métabolismes de l'époque, comme aujourd'hui, et agissait comme un puissant gaz à effet de serre. Sur cette terre étouffante, le feu n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène pour alimenter la combustion. Cela nous rappelle à quel point l'oxygène est incroyablement réactif. En revanche, il y avait d'énormes quantités de vapeur d'eau, de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, créant un effet de serre gigantesque qui maintenait l'eau liquide à la surface de la planète. Dans les zones côtières peu profondes de l'Archéen, s'élevaient pendant de longues périodes les plus grandes structures vivantes de la planète, les stromatolites. Ce sont des structures formées par l'interaction entre des couches de micro-organismes photosynthétiques et des sédiments déplacés par les vagues et les marées. Ces biofilms étaient de fines couches de bactéries qui colonisaient la surface pour capter la lumière, sans herbivores pour les brouter. Lorsqu'une couche était recouverte par des sédiments, une nouvelle se formait au-dessus et les couches inférieures se minéralisaient. Avec le temps, cela donnait des structures aux formes variées, avec un motif laminaire très caractéristique. Elles prenaient souvent la forme de dômes rappelant des termitières. Elles existent encore aujourd'hui et continuent de se former, même si elles sont bien plus rares. L'un des endroits les plus connus où on en trouve est Shark Bay en Australie. Aujourd'hui, les bactéries pourpres qui dominaient les mers chaudes de l'Archéen ne vivent plus que dans des milieux très spécifiques, et lorsqu'elles se développent trop, elles deviennent très nocives pour les formes de vie qui utilisent l'oxygène, comme la nôtre. À l'Archéen, pourtant, les rôles étaient inversés. Les cyanobactéries, celles qui font la photosynthèse verte et produisent de l'oxygène, étaient les formes de vie extrêmes. Leur prolifération libérait de l'oxygène, un gaz toxique et incompatible avec la vie des bactéries pourpres. Ces deux formes de photosynthèse livrent une bataille épique depuis des milliards d'années. En ce moment, c'est le camp de l'oxygène qui gagne, et le point d'inflexion s'est produit lors de la transition entre l'éon archéen et l'éon protérozoïque, il y a environ 2,5 milliards d'années. Les cyanobactéries se sont multipliées surtout dans la zone équatoriale et ont fini par dominer la planète, transformant la Terre en quelque chose de beaucoup plus proche du monde que nous connaissons aujourd'hui. L'énorme quantité d'oxygène qu'elles ont commencé à produire s'est d'abord dissoute dans les océans et a réagi avec le fer dissous dans l'eau, l'oxydant et formant des oxydes. En gros, de la rouille. Pendant des millions d'années, cela atteint les mers en rouge. Le fer oxydé se dissout mal dans l'eau. Il s'est donc accumulé et déposé au fond, couche après couche. Avec le temps, cela a formé ce que l'on appelle les formations de fer rubané, qui constituent aujourd'hui un grand fossile chimique du processus de grande oxygénation de la planète. Quand l'oxygène a commencé à s'échapper des océans vers l'atmosphère, a cessé d'être un gaz rare pour devenir l'un de ses principaux composants. La chimie de l'air a complètement changé, et avec elle, le climat aussi. L'oxygène a détruit de nombreuses molécules de méthane,
qui était jusque-là le principal gaz à effet de serre. En disparaissant, le méthane a entraîné une chute brutale de la température moyenne de la planète et a déclenché la première et la plus intense période glaciaire de l'histoire de la Terre, la glaciation huronienne. La planète entière a gelé, des pôles jusqu'à l'équateur, dans ce que l'on appelle un épisode de Terre boule de neige, directement lié à la grande oxygénation et à la catastrophe de l'oxygène. Une extinction massive qui, paradoxalement, a contribué à créer le monde que nous habitons aujourd'hui. Mais ce même oxygène a fini par former la couche d'ozone, qui bloque une grande partie du rayonnement solaire et cosmique et rend la surface de la Terre beaucoup plus sûre pour la vie complexe. Il est aussi responsable de la couleur bleue de notre ciel. Cette 8 période glaciaire a duré plus de 300 millions d'années, soit plus longtemps que tout le temps qui nous sépare aujourd'hui des premiers dinosaures. Finalement, les éruptions volcaniques ont libéré suffisamment de CO2 dans l'atmosphère pour renforcer l'effet de serre et faire fondre la glace, alors que le Soleil était encore plus jeune et plus froid. Les nouvelles conditions de l'éon protérozoïque, sur une planète déjà dominée par les cyanobactéries et dans un environnement différent, ont permis l'apparition des premières cellules eucaryotes, probablement le plus grand saut de toute l'histoire de la vie. Offline. Nous savons que le dernier ancêtre commun de tous les animaux a vécu il y a plus de 800 millions d'années, ce qui coïncide avec des fossiles d'éponges de cet âge. Cela indique que les animaux existaient déjà au Tonien, une période de l'ère néoprotérozoïque du protérozoïque. Cependant, les animaux ne sont devenus grands, complexes et abondants que près de 300 millions d'années plus tard, lors de la fameuse explosion cambrienne. Parce que pendant tout ce temps, la Terre a été une sorte de bombe climatique imprévisible, avec des changements brusques et extrêmes qui rendaient la stabilité à long terme très difficile. Il y a environ 720 millions d'années, le thermostat de la Terre s'est à nouveau emballé. De nouvelles augmentations de la teneur en oxygène ont déclenché un autre épisode de Terre boule de neige durant la période cryogénienne. Il est possible que même à ce moment-là, il ait existé des zones proches de l'équateur sans glace, où la vie animale ait pu survivre, ainsi que de nombreuses formes de vie photosynthétique qui ont peut-être prospéré jusque dans la glace elle-même. Malgré tout, la vie en général, et en particulier la vie animale, a réussi à survivre à cet épisode glaciaire extrême. À la fin du cryogénien commence la période édiacarienne, l'étape qui mène à ce que l'on appelle l'explosion d'Avalon, la première grande expansion de la vie multicellulaire, il y a environ 570 millions d'années. Mais les créatures de l'Édiacarien sont si étranges qu'il a été presque impossible de les comprendre. Il existait des formes plates, au motif fractal, de plus d'1 mètre de longueur, sans bouche ni organes sensoriels évidents, comme Dickinsonia, appartenant au Vendobionte. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes pensent qu'il s'agissait d'animaux, même si d'autres proposent qu'ils aient formé un groupe multicellulaire à part, totalement éteint. On trouvait aussi d'énormes plumes marines, comme Charnia, qui s'étendaient jusqu'aux zones profondes de l'océan. Elles se nourrissaient en filtrant les particules organiques de l'eau et grandissaient très lentement, sans avoir à se préoccuper de prédateurs. On compare parfois les diacariens à une sorte de jardin d'Éden évolutif, un moment avant le péché, où tout vivait en harmonie. L'image est belle, mais pas tout à fait exacte. Nous savons que beaucoup de ces formes de vie ont été les premiers herbivores de la planète. Elles se nourrissaient de biofilms et de tapis d'algues qui recouvraient les fonds marins peu profonds, là où arrivait la lumière du soleil. La plupart des animaux avaient encore des corps mous, sans squelette. Nous les connaissons parce que ces tapis d'algues contribuaient à stabiliser le sédiment et faciliter leur fossilisation. Vers la fin de l'Édiacarien, apparaissent les premiers inventeurs de squelettes organisés. Le squelette est apparu de manière indépendante dans plusieurs groupes d'animaux, plus ou moins au même moment, en réponse à une pression évolutive commune, une grande arrivée de calcium dans les océans, résultat de l'érosion des roches. C'est ainsi qu'ont émergé certains des premiers animaux complexes à squelette de carbonate de calcium, comme Corumbella, qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le Brésil, à la fin de l'Édiacarien et que l'on interprète comme un cnidaire,
le groupe auquel appartiennent actuellement les coraux, les anémones et les méduses. Corumbella vivait aux côtés d'autres êtres comme Cloudina et Namacalathus, des organismes fixés au fond marin, hauts de seulement quelques centimètres, mais construisant des squelettes segmentés très organisés. Un trou trouvé dans un fossile de Cloudina suggère que ces squelettes ont pu servir de protection contre certains des premiers prédateurs de l'histoire. Nous ne savons toujours pas exactement qui étaient ces prédateurs. Ces communautés édiacariennes ont duré quelques dizaines de millions d'années, jusqu'à subir une extinction massive, connue, qui a presque complètement remplacé la biote édiacarienne par la faune cambrienne. Le changement a été si brusque que l'on appelle précambrien tout ce qui s'est produit avant la fin de l'édiacarien. À partir de là, se mettent en place les rôles écologiques, prédateurs, proies, charognards, filtreurs, qui avec des variations existent toujours aujourd'hui. L'apparition des squelettes a déclenché une sorte de course aux armements évolutive qui a transformé pour toujours la structure des écosystèmes. Avec eux, la relation prédateur-proie s'est pleinement installée. Une force évolutive clé qui a impulsé l'explosion cambrienne de complexité anatomique et écologique. Les nouveaux animaux à squelettes ont commencé à nager, chasser, s'enfouir dans le fond marin et creuser le sédiment. Cela a détruit les tapis d'algues et les conditions qui, auparavant, favorisaient la fossilisation des organismes à corps mou. En même temps, les squelettes se conservaient beaucoup mieux comme fossiles, ce qui nous donne la fausse impression que, durant l'explosion cambrienne, des animaux déjà très complexes sont apparus d'un coup. En réalité, même cet événement se divise en plusieurs phases qui ont duré des millions d'années. Et il a été précédé par plus de 300 millions d'années d'évolution animale que nous voyons à peine dans les archives fossiles. Cette évolution s'est produite dans un monde peuplé de petits animaux mous pendant une phase de glaciation globale où se formaient très peu de fossiles et où beaucoup de ceux qui se formaient étaient détruits. Au Cambrien, les grands prédateurs étaient des arthropodes comme Anomalocaris, avec une bouche circulaire et deux appendices antérieurs en forme de pince, guidés par des yeux très développés. Les ancêtres des vertébrés, comme nous, étaient bien loin du sommet de la chaîne alimentaire. C'étaient de petites créatures, comme Pikaia, qui mesuraient à peine 1 cm de long. La domination des invertébrés, arthropodes, mollusques et brachiopodes, s'est poursuivie jusqu'aux périodes ordoviciennes. À cette époque ont évolué les premiers géants filtreurs, comme Aegirocassis, qui pouvaient atteindre environ 2 mètres de longueur, une sorte de baleine invertébrée qui se nourrissait en filtrant de petits animaux et de la matière organique en suspension. Sont aussi apparus les premiers grands prédateurs de l'Ordovicien, comme Cameroceras, un céphalopode d'environ 9 mètres de long qui occupait le sommet de la chaîne alimentaire. Parmi les prédateurs plus petits, mais tout aussi redoutables, se trouvaient les Euryptérides, connus sous le nom de scorpions de mer. Pendant l'Ordovicien, les poissons les plus communs n'avaient pas de mâchoire et n'atteignaient pas de grande taille. Mais leur heure viendrait plus tard, avec le début de ce que l'on appelle l'âge des poissons. La fin de l'Ordovicien est marquée par ce que l'on considère comme la deuxième extinction massive la plus grave des 5 grandes. Plus de 80% des espèces ont disparu lors de l'extinction à la limite Ordovicien-Silurien. Un système glaciaire très intense s'est installé lorsque les continents se sont déplacés vers le pôle sud, modifiant les courants océaniques mondiaux et provoquant de profonds changements climatiques. En s'accumulant au-dessus du niveau de la mer, les calottes glaciaires ont fait chuter drastiquement le niveau des océans, détruisant les mers peu profondes où vivait la majorité de la vie animale. Il est possible que les récifs coralliens aient mis plus de 100 millions d'années à retrouver la complexité qu'ils avaient avant cette extinction, survenue il y a environ 445 millions d'années. Ce fut la première des 5 grandes extinctions massives classiques. Pour découvrir la deuxième de ces 5 grandes extinctions, avançons jusqu'à la fin du Dévonien, il y a environ 372 millions d'années, vers une Terre très différente. Dans les océans désormais dominés par les poissons, nageaient d'énormes placodermes comme Dunkleosteus, de taille comparable à celle des orques actuels. Il y avait aussi des poissons cartilagineux, ancêtres des requins et des raies, et de nombreuses lignées de poissons sans mâchoire, même si celles-ci étaient déjà en déclin. Sur les continents, les plantes s'étaient étendues et formaient les premières forêts, très différentes de celles d'aujourd'hui.
Elles étaient dominées par des plantes sans graines, comme des fougères et d'énormes prêles, aux côtés de certaines des premières plantes à graines véritables. Dans les marécages, les deltas et les zones humides, un groupe de poissons menait une vie amphibie. Ils pouvaient respirer de l'air, mais leurs membres n'étaient pas encore très efficaces pour se déplacer sur la terre ferme. C'étaient les ancêtres des tétrapodes, très semblables à Tiktaalik. Nous savons que cette énorme diversité d'animaux a été presque anéantie par l'extinction du Dévonien. Seule a survécu la lignée qui finira par donner naissance aux amphibiens. Mais si ce mystérieux épisode de perte de biodiversité n'avait pas eu lieu, il est possible que des animaux similaires à Tiktaalik existent encore aujourd'hui, un peu comme le coelacanthe qui vit toujours et conserve une anatomie très proche de celle d'un ancêtre bien plus ancien. Quoi qu'il en soit, la plupart des poissons sans mâchoire ont disparu, tout comme tous les placodermes, dont Dunkleosteus. Les milieux marins ont été les plus touchés, mais la cause pourrait avoir commencé sur la terre ferme, avec une véritable révolution dans le monde des plantes. Vers la fin du Dévonien, les forêts de plantes à graines ont commencé à s'étendre vers des zones plus sèches, où les plantes sans graines ne pouvaient pas vivre. Leurs racines ont fortement augmenté l'érosion des sols et ont commencé à former des couches de terre riches en matière organique. Cela a pu accélérer l'altération des roches et augmenter la quantité de nutriments transportés par les rivières vers la mer, nourrissant d'énormes proliférations d'algues et provoquant des épisodes d'eutrophisation. Lors d'un épisode d'eutrophisation, il s'accumule tellement de matière organique que sa décomposition consomme presque tout l'oxygène de l'eau, la rendant irrespirable pour de nombreux animaux marins. C'est peut-être pour cela que les seuls tétrapodes à avoir survécu à l'extinction du Dévonien étaient ceux qui étaient les mieux adaptés à la vie terrestre. Et ce ne serait pas la dernière fois que l'évolution des plantes changerait la planète à ce point, au point de déstabiliser toute l'écosphère. Vient ensuite le Carbonifère, une période qui s'étend d'environ 359 à 300 millions d'années. Un monde chaud, très humide et couvert de forêts presque continues. Au sol de ces forêts inondées vivaient des arthropodes de toute taille et de nombreux amphibiens, dans une atmosphère plus riche en oxygène qu'aujourd'hui. Parmi eux, Arthropleura, l'un des plus grands arthropodes connus, un mille-pattes qui pouvait atteindre presque 3 mètres, et Meganeura, une libellule prédatrice avec plus d'un demi-mètre d'envergure. C'est à cette époque qu'apparaissent les amniotes, au sein de la lignée des amphibiens, les premiers vertébrés capables de se reproduire sur la terre ferme. Leur succès vient d'une grande innovation évolutive, les œufs à coquilles et membranes internes qui retiennent l'humidité tout en permettant les échanges de gaz, à la différence des œufs mous des amphibiens qui doivent se développer dans l'eau. Les forêts du Carbonifère étaient composées de certaines des premières plantes produisant de la lignine, comme l'épidodendron, qui pouvait dépasser 50 mètres de hauteur. La lignine est aujourd'hui un composant clé du bois. Elle procure une combinaison de rigidité et de flexibilité que ces gigantesques lycophytes ont exploité au maximum pour soutenir leur énorme taille. La lignine était une nouvelle molécule fibreuse sur la planète, et il existait très peu de micro-organismes capables de la dégrader rapidement et efficacement pour suivre le rythme de croissance des forêts. En conséquence, les arbres grandissaient en piégeant le carbone de l'atmosphère et en le stockant dans leurs troncs et leurs branches. Lorsqu'ils tombaient, ils ne se décomposaient pas complètement avant d'être ensevelis sous de nouvelles couches de débris végétaux. Dans ces conditions se sont formées des roches extrêmement riches en matière organique, comme le charbon, l'un des combustibles fossiles les plus utilisés aujourd'hui, et celui qui a alimenté la révolution industrielle. Mais si aujourd'hui le problème est que tout ce carbone fossile retourne dans l'atmosphère, à la fin du Carbonifère, c'était exactement l'inverse. À mesure que les arbres poussaient et s'accumulaient, ils absorbaient le CO2 et le retiraient de l'air, faisant tomber le thermostat de la planète jusqu'à un point critique. C'est ce qu'on appelle l'effondrement des forêts du Carbonifère, le moment où ces forêts se sont littéralement dévorées elles-mêmes et ont profondément modifié le cycle du carbone. La conséquence fut la glaciation du Karoo, il y a environ 300 millions d'années. Un immense inland ice au pôle sud qui recouvrait une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Brésil, alors situé beaucoup plus au sud.
En même temps, les continents se sont rapprochés jusqu'à former la Pangée, un supercontinent qui freinait l'arrivée de l'humidité océanique vers l'intérieur. Tout cela a marqué la fin des forêts tropicales du Carbonifère et le début d'un monde plus froid et plus sec, le Permien. Dans ce nouveau contexte, les tétrapodes amniotes, qui durant le Carbonifère avaient appris à se reproduire dans des milieux secs, se sont mis à dominer la terre ferme pour la première fois. Les écosystèmes ont commencé à ressembler davantage à ceux d'aujourd'hui, avec des animaux à 4 pattes se disputant les principaux niches terrestres. Ces premières communautés d'amniotes du Permien ressemblent à peine à la faune moderne et se divisent en 2 grands groupes. Les sauropsides, qui donneront naissance à tous les reptiles et aux oiseaux, et les synapsides, qui donneront naissance aux mammifères. Au Permien, les 2 lignées se sont diversifiées, mais les synapsides étaient les plus grands et les plus abondants. Les pélicosaures, au début de la période, les dinocéphales, aux crânes étranges, qui prospérèrent au milieu du Permien en tant qu'herbivores et carnivores, les gorgonopsiens, prédateurs suprêmes de la fin du Permien, aux dents en forme de sabre et à l'ouverture buccale immense, et les petits dicynodontes, munis d'un bec et de défenses adaptées pour creuser et mener une vie souterraine, comme l'Istrosaurus. Aussi étonnant que cela paraisse, l'Istrosaurus est plus proche des mammifères que des reptiles, même s'il appartient à une branche de synapsides aujourd'hui complètement éteinte. Pernermien s'est terminé par la 3e des 5 grandes extinctions massives et de très loin la plus grave de toutes, connue sous le nom de Grande Mort. Lors de cet événement, il y a environ 252 millions d'années, une série de processus géologiques dévastateurs ont ravagé la planète et éliminé plus de 90% des espèces. Si quelque chose existait avant la fin du Permien, il est très probable que cela n'existait plus après. Un exemple classique est celui des trilobites, apparus au Cambrien 300 millions d'années plus tôt et qui disparurent pour toujours. Tout a commencé par une immense éruption de basalte dans la région correspondant aujourd'hui à la Sibérie, qui a libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre et de composés soufrés dans l'atmosphère pendant des millions d'années. L'excès de carbone dans l'atmosphère a pu provoquer une augmentation de plus de 10 degrés Celsius de la température moyenne globale, faisant de la planète un lieu accablé par des vagues de chaleur insupportables toute l'année. En se dissolvant dans les océans, le CO2 s'est combiné à l'eau pour former de l'acide carbonique, ce qui a acidifié les mers et compliqué la vie des organismes à coquilles et squelettes calcaires. Le changement climatique a été si brutal que les océans ont presque cessé de se mélanger et se sont putréfiés. Il y a eu des épisodes d'eutrophisation, des zones sans oxygène et une explosion de bactéries pourpres qui ont libéré du sulfure d'hydrogène, empoisonnant l'eau et l'atmosphère. La combinaison de pluies acides, de réchauffement extrême, d'effondrement des réseaux trophiques marins, d'intoxication par des gaz toxiques et de la configuration de la Pangée, qui aggravant le climat sur les continents, a poussé la vie animale dans ses derniers retranchements et a failli l'effacer de la carte, transformant à jamais l'évolution de la vie complexe. Pendant plus de 5 millions d'années, la Terre a été une planète vide, chaude, hostile et empoisonnée. Cette catastrophe marque la fin de l'ère paléozoïque et le début de l'ère mésozoïque, connue comme l'ère des dinosaures. Beaucoup d'animaux qui ont réussi à survivre à cette 3e grande extinction, la Grande Mort du Permien, étaient des espèces capables de s'enterrer et de se réfugier sous terre, se protégeant temporairement de la chaleur extrême et de la sécheresse écrasante. Cet événement a clos le Permien et ouvert le Trias, il y a 252 millions d'années. Le Trias inaugure le Mésozoïque, l'ère des dinosaures, mais ceux-ci n'ont pas été les premiers animaux à recoloniser la planète après l'extinction. Les descendants de ces petits diapsides semblables à des lézards du Permien se sont diversifiés en de nombreuses formes étranges, comme Aetosaurus, qui rappelle un crocodile cuirassé mais herbivore. Cependant, pendant les premiers millions d'années du Trias, avant que la Terre ne se soit totalement remise, les animaux terrestres les plus communs n'étaient pas les dinosaures, mais les synapsides cynodontes, comme l'Istrosaurus.
Ils se sont répandus sur presque toute la planète comme une invasion biologique et sont devenus les vertébrés terrestres les plus abondants du monde. Pendant une brève période au début du Trias, la Terre a été littéralement la planète de l'Isthrosaurus. Certains de leurs descendants sont devenus aussi grands que des éléphants, comme l'impressionnant Lizovisia, les premiers géants de l'ère des dinosaures, qui, ironiquement, n'étaient pas des dinosaures, mais des synapsides, de lointains parents des mammifères. Et ce n'était que le début d'une énorme diversité d'animaux étranges qui ont dominé le Trias. Il est possible que cette période ait été le deuxième plus grand événement de diversification animale de l'histoire, une explosion de formes de vie proportionnelle au vide écologique laissé par l'extinction du Permien. Quand la Terre se retrouve vide, les écosystèmes sont moins compétitifs et les différentes lignées évolutives peuvent expérimenter de nouvelles ressources et de nouvelles formes de corps. Ces moments, qui suivent les grandes crises, sont souvent les plus fertiles pour l'innovation évolutive, parce que le risque de tenter quelque chose de nouveau est moindre et que presque tout a sa chance. À l'inverse, lorsque les écosystèmes sont déjà bien établis, les rôles de producteurs, d'herbivores et de prédateurs sont très bien définis et âprement disputés. Dans ces périodes stables, l'une des principales forces évolutives est la pression pour rester tel qu'on est. Si une espèce a perfectionné son mode de vie pendant des millions d'années et domine sa niche, il ne lui convient, en général, pas de changer trop radicalement. L'évolution continue, mais elle est moins visible. Elle se fait davantage dans les gènes que par des transformations drastiques du corps. Malgré tout, la grande aventure évolutive du Trias a été interrompue par la 4e grande extinction massive, à la frontière entre le Trias et le Jurassique. Alors que la Pangée commençait à se fragmenter, une nouvelle quantité énorme de gaz à effet de serre et de composés de soufre a été relâchée dans l'atmosphère, ce qui a de nouveau acidifié les océans et provoqué une désertification et une aridification à l'échelle mondiale. Ces éruptions volcaniques ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui. Il s'agissait de vastes zones de la croûte terrestre où celle-ci devenait très fine et où la chaleur du manteau remontait, générant d'immenses volumes de roches volcaniques. Aujourd'hui, ces dépôts sont connus sous le nom de provinces magmatiques centre-atlantiques. Ce fut aussi l'une des extinctions les plus graves, tant pour la vie terrestre que marine. Tous les dicynodontes, comme l'Isthrosaurus et l'Isovicia, ont disparu, ainsi que de nombreuses branches d'archosaures terrestres et d'étranges reptiles marins. C'est pour cela que les animaux du Trias nous semblent si étranges. Beaucoup de ces formes n'ont vécu que peu de temps, coincées entre 2D. Extinction les plus sévères de l'histoire de la vie. Combinés par des créatures du Trias n'ont existé que durant cette période. Les grands vainqueurs de cette extinction massive ont été les dinosaures, qui jusque-là étaient en général des animaux petits et généralistes. En plus, ils possédaient un système respiratoire très efficace, idéal pour les faibles niveaux d'oxygène de la fin du Trias. Aux périodes suivantes, le Jurassique et le Crétacé, les dinosaures se sont diversifiés et ont prospéré sous une multitude de formes dans un monde plus humide et plus forestier que celui du Trias. Entre le Jurassique et le Crétacé, il y a aussi eu une extinction massive mal comprise, comme c'est le cas pour beaucoup de frontières entre périodes géologiques. L'échelle des temps géologiques n'est pas arbitraire. Elle repose sur des événements biologiques et évolutifs importants qui délimitent des phases de grands changements et de relative stabilité coïncidant avec des remplacements profonds de la faune et de la flore. Dans ces plis du temps, entre une période et l'autre, se cachent souvent certains des pires moments de l'histoire de la vie, suivis de mondes nouveaux qui naissent des cendres du précédent. Pendant plus de 100 millions d'années, les dinosaures ont dominé tous les continents et ont donné naissance à de nombreuses lignées différentes. De toutes, une seule a survécu, celle des oiseaux. Cela tient au fait qu'à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, l'ère des dinosaures s'est achevée brutalement à cause de l'impact d'un astéroïde qui a percuté la zone de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. L'astéroïde de Chicxulub mesurait plus de 10 km de diamètre et a frappé la Terre à une vitesse bien supérieure à celle d'une balle. La combinaison du nuage de poussière, des incendies globaux causés par la rentrée de fragments portés au rouge dans l'atmosphère, des séismes gigantesques et de tsunamis de plus de 100 mètres qui ont balayé l'Atlantique,
a représenté un choc brutal pour la vie sur toute la planète, probablement l'un des pires jours de toute l'histoire de la Terre. Mais ce qui a réellement fini par étouffer et éliminer une grande partie des grands animaux du Crétacé, c'est la couche de poussière restée dans l'atmosphère pendant des décennies et qui a contaminé la surface et les océans pendant des milliers d'années. Privés de lumière solaire, les températures ont chuté en flèche. Un hiver long, sombre et terrible a commencé et a finalement tué les dinosaures non-aviens qui avaient réussi à survivre au choc initial. L'une des principales preuves de cet impact est une couche de sédiments riche en iridium que l'on retrouve partout dans le monde. L'iridium est très rare sur Terre, mais courant dans les astéroïdes. Sous cette couche apparaissent énormément de fossiles de grands dinosaures. Au-dessus, aucun. Cette ligne marque la fin de l'ère des dinosaures et la dernière des 5 grandes extinctions massives. Dans les années 1980, on a découvert un cratère de plus de 300 km de diamètre dans la péninsule du Yucatan, exactement du même âge que la couche d'iridium. Cette coïncidence a permis de répondre enfin, avec une bonne marge de certitude, à la vieille question. Pourquoi les dinosaures se sont-ils éteints? Ce fut l'une des extinctions les plus rapides et les plus spectaculaires de toute l'évolution. Un jour, le monde des dinosaures existait et prospérait. Le lendemain, il n'existait plus. Avec la fin du Crétacé s'achève aussi le Mésozoïque et commence le Cénozoïque, la fameuse ère des mammifères. Après des centaines de millions d'années passées au second plan, dans l'ombre des dinosaures, les mammifères ont enfin trouvé un monde qu'ils pouvaient s'approprier. Mais ils n'étaient pas seuls. Ont également survécu plusieurs espèces de reptiles, comme des lézards, des crocodiles et des tortues, ainsi qu'une seule lignée de dinosaures, les oiseaux. Beaucoup de ces survivants étaient liés à des milieux d'eau douce, probablement l'un des écosystèmes les moins touchés par l'extinction. Pendant le Paléogène, la première période de l'ère des mammifères, de nombreuses lignées aujourd'hui éteintes se sont diversifiées et ont occupé les rôles écologiques disponibles. L'ère des mammifères battait son plein. Mais cela ne veut pas dire que ces animaux ressemblaient à ceux que nous connaissons aujourd'hui. L'un des plus grands animaux, il y a 50 millions d'années, était Untatherium, un mammifère d'un groupe complètement disparu, avec d'étranges excroissances osseuses sur le crâne qui lui donnaient un aspect très particulier. On trouvait aussi Barylamda, qui pesait presque 700 kg à peine 5 millions d'années après l'extinction des dinosaures. C'était un pantodonte, membre d'une famille de mammifères désormais disparus, qui ne ressemble que de loin aux animaux actuels. Parmi les principaux prédateurs figuraient les créodontes et les mésonychidés, qui ne rappellent que superficiellement les carnivores modernes comme les chiens ou les félins. À cette époque, le monde restait couvert de forêts denses, comme au Crétacé. Mais cette situation n'allait pas durer éternellement. Toujours au Paléogène, il y a environ 34 millions d'années, la Terre a commencé à se refroidir lentement mais régulièrement. Au pôle sud, l'Antarctique, autrefois recouvert de forêts tempérées grouillant de vie, a commencé à subir des hivers de plus en plus rigoureux. Année après année, les forêts ont reculé et la vie s'est retirée du continent. Il y a environ 23 millions d'années, au passage du Paléogène au Néogène, ce refroidissement avait complètement transformé la planète et donné naissance à une faune bien plus proche de celle qui nous est familière aujourd'hui. Dans ce monde plus froid et plus sec, se sont étendues de vastes savanes, prairies et steppes qui ont favorisé les herbivores capables de vivre en espace ouvert et de se nourrir d'herbes. C'est alors que les ongulés, comme les artiodactyles, cerfs, bovins, antilopes, et les périssodactyles, chevaux, rhinocéros, sont devenus très divers, grands et abondants. Ce fut aussi le moment où les carnivores de l'ordre des carnivora, félins, canidés, hyènes, etc., se sont imposés comme principaux prédateurs dans une grande partie du monde. À cette époque, l'Australie et l'Amérique du Sud étaient des continents-îles, chacun avec sa propre version de l'ère des mammifères, de véritables laboratoires évolutifs parallèles avec leur propre distribution d'espèces. C'est une histoire qui pourrait être racontée à part. Même au sein de ces grandes lignes, il existait des animaux qui nous paraîtraient aujourd'hui presque cauchemardesques, comme les chalicotères, qui ressemblaient à un étrange mélange entre un cheval et un gorille, ou les nombreux parents bizarres des éléphants, comme Platybélodon, qui possédait une mâchoire en forme de pelle. Une partie importante de cette mégafaune
a commencé à disparaître il y a environ 2,5 millions d'années lors d'un nouveau pic d'extinction lié au début de l'âge glaciaire dans lequel nous vivons encore. Même si c'est difficile à croire, nous sommes toujours dans une période glaciaire, définie géologiquement comme toute phase où la Terre possède deux pôles recouverts de glace permanente, c'est-à-dire lorsqu'il existe une cryosphère stable. Cette phase glaciaire se caractérise par une alternance entre des cycles glaciaires intenses, très froids, et des cycles interglaciaires, plus courts, plus chauds et plus humides, comme celui que nous vivons actuellement. Pendant les phases glaciaires les plus fortes, les calottes de glace avancent de milliers de kilomètres. Le niveau de la mer baisse de plusieurs dizaines voire centaines de mètres, les déserts et les savanes s'étendent et les forêts reculent et se fragmentent. Le monde glaciaire, avec ses cycles de changements climatiques intenses, est un endroit bien plus dur et implacable pour la plupart des formes de vie, en particulier pour la mégafaune de mammifères. Avec le début de cette étape, des dizaines de types de mammifères se sont éteints et sont apparus les animaux que nous associons aujourd'hui à l'âge glaciaire, comme les mammouths laineux, adaptés à des climats bien plus froids que ceux de leurs ancêtres. Au Pléistocène, dans ce contexte d'écosystèmes fragiles et de changements rapides, la lignée humaine issue d'Afrique s'est étendue sur une grande partie de la planète en s'adaptant à toutes sortes de milieux, même les plus hostiles. Jusqu'alors, même si les humains s'étaient déjà dispersés sur presque toute la Terre, ils vivaient encore comme des nomades chasseurs-cueilleurs, sans rester longtemps au même endroit et dépendant directement des ressources offertes par la nature. Entre il y a 12 000 et 10 000 ans, lors de la transition du Pléistocène à l'Holocène, a commencé l'interglaciaire actuel. Une période au climat plus doux, mais accompagnée d'un autre pic d'extinction qui a frappé de plein fouet la mégafaune de la planète. Sur tous les continents, une grande partie des animaux géants a disparu presque en même temps, comme les derniers paresseux géants d'Amérique du Sud et les fameux mammouths laineux de l'hémisphère nord. Au milieu de cette phase de changement, les humains ont inventé l'agriculture et l'élevage, et pour la première fois, ils sont devenus dépendants d'une même région, en cultivant des plantes et en élevant des animaux domestiqués, comme le bétail. Grâce à ces innovations, les populations ont commencé à s'installer sur les rives des grands fleuves du croissant fertile. Et peu après, des peuples du monde entier se sont mis à pratiquer l'agriculture, à construire des villes et à développer des institutions toujours plus complexes. Le rôle des humains dans l'extinction de la mégafaune du Pléistocène reste très débattu. Certains scientifiques pensent que notre pression de chasse a été la principale responsable de la disparition de nombreux grands mammifères qui tentaient de s'adapter au nouveau climat de l'Holocène. D'autres considèrent que nous ne sommes pas les seuls coupables et suggèrent que l'agriculture a pu surgir en réponse à la rareté des grandes proies dans de nombreuses régions. Sur une Terre en bonne santé, il devrait exister des migrations massives de millions de grands animaux sur tous les continents. Le simple fait qu'il soit aujourd'hui si difficile de voir des animaux de grande taille ou presque n'importe quel animal terrestre, même dans les pays les plus riches en biodiversité, est un signe très clair que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, presque toute la mégafaune de la planète est constituée d'animaux domestiqués et contrôlés par nous. Sur une Terre plus saine, il ne serait pas rare de croiser sur un chemin un paresseux géant de plus d'1 tonne. Quand nous nous demandons pourquoi les animaux du passé étaient-ils si grands, ou pourquoi semble-t-il qu'il y avait autrefois beaucoup plus d'animaux gigantesques, la réponse est la suivante. Nous vivons une extinction massive. Il y a eu un premier pic au début de l'âge glaciaire, il y a environ 2,5 millions d'années, et un autre au début de l'interglaciaire actuel, il y a environ 10 000 ans. Il y a seulement 10 millénaires, les plus grands animaux d'Amérique du Sud étaient des paresseux géants qui dépassaient largement la tonne. Aujourd'hui, le plus grand mammifère terrestre natif du continent est le tapir, qui pèse environ 250-300 kg. De façon paradoxale, notre domination sur la planète a à la fois facilité et aggravé l'extinction commencée au Pléistocène. Nous sommes une espèce généraliste et très adaptable qui a su profiter et en même temps aggraver la fragilité des populations de mégafaune depuis la fin de l'âge glaciaire.
À l'image de l'Istrosaurus en son temps, les humains ont occupé un monde relativement vide et moins compétitif, même s'il était plus exigeant du point de vue climatique. Nous avons surmonté ce défi en tant que constructeurs de niches, en modifiant notre environnement pour l'adapter à nos besoins. Mais ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus grave, l'extinction de l'Anthropocène. Ce troisième pic d'extinction, qui s'est intensifié au cours des 250 dernières années, est encore plus sérieux que les précédents et menace à la fois l'intégrité des écosystèmes et la stabilité du régime climatique glaciaire auquel la Terre s'est habituée au cours des 2,5 derniers millions d'années. La Terre risque de sortir complètement de cet âge glaciaire, ce qui serait catastrophique et très déstabilisateur pour notre civilisation. L'activité humaine a provoqué des taux d'extinction des milliers de fois supérieurs aux taux de fond naturels d'écosystèmes en bonne santé. Parmi les principaux problèmes actuels, on trouve l'émission incontrôlée de gaz à effet de serre, la perte et la fragmentation des habitats pour dégager de l'espace pour l'agriculture et l'élevage, et l'acidification des océans, causée par la dissolution de gaz polluants dans l'eau de mer. Tout cela se produit extrêmement vite à l'échelle géologique. Des processus qui prendraient normalement des millions d'années se déroulent en quelques décennies, avec un impact presque comparable à celui d'un météorite sur la vie terrestre. D'une certaine façon, nous sommes hantés par le fantôme des forêts du Carbonifère. Nous brûlons pour obtenir de l'énergie le même carbone qui a été stocké dans les plantes des marais il y a 300 millions d'années. C'est le même carbone dont le retrait de l'atmosphère a provoqué la glaciation du Karoo et favorisé le succès des amniotes. Il est normal que cette réalité nous effraie, surtout les plus jeunes, qui devront vivre toute leur vie avec les conséquences de ces décisions. Les changements climatiques sont déjà là. Incendies, sécheresses, tempêtes extrêmes, pollution, et tout indique que ces phénomènes seront de plus en plus fréquents et graves. Pourtant, tout n'est pas perdu. Il vaut toujours la peine de se battre pour préserver ce qui reste de notre fragile biodiversité, condition de ne pas céder au désespoir. L'histoire de la vie nous montre que les organismes peuvent se remettre même des pires crises. Et sans aucun doute, la vie s'en relèvera encore après l'extinction à laquelle nous participons. Ceux dont la continuité n'est pas garantie en période de grande instabilité, ce sont les grands animaux dominants, comme nous, les êtres humains aujourd'hui. La vie, dans son ensemble, trouvera un chemin. La question est, le trouverons-nous, nous? Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec tes amis et un immense merci d'être resté jusqu'à la fin.